cette semaine, on parle de lexique de prévision pour les nuls. Exactement. Donc, je me présente, Dominique Blouin, je suis président de la firme Davidé. Ça fait 20 ans que je développe des logiciels pour aider les distributeurs, les manufacturiers, les agents et les détaillants à utiliser les données pour améliorer leur vente. Davidé, c'est aussi la firme qui développe le logiciel Power, un logiciel qui est spécialisé dans la gestion des prévisions, la gestion des promotions, la gestion des activités de vente sur le terrain. Donc, on souhaite optimiser tout ça, mais surtout en utilisant les données pour améliorer les ventes. Donc, voici le but du logiciel Power. Chaque semaine, dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'utilisation des données dans un contexte de vente. Cette semaine, lexique de prévision pour les nuls. Alors, JF, je te laisse nous partir ça. Jean-François Hano travaille pour Davidé aussi, et est avec moi depuis plusieurs années. Donc, salut JF. Salut Dominique. C'est toujours un plaisir de faire ces Power Hebdo. Donc, j'en profite pour dire un gros merci à un de nos fidèles auditeurs qui nous a fait une suggestion pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, merci. Ah ouais, merci Patrice. C'est vraiment c'est le fun d'avoir du feedback, on aime ça, puis on en mange, c'est ce qu'on mange le matin pour nous motiver tous les jours. Oui, effectivement. Fait que, je pense que ça va être super intéressant de regarder le vocabulaire. Souvent avec les clients ou nos connaissances à tous les jours, que ce soit dans le contexte du travail ou dans le contexte de ce qu'on fait à la maison, les discussions qu'on a. Nous, on a un vocabulaire pour parler du monde du commerce de détail et des prévisions. Et je pense que c'est une très bonne idée de revenir aux concepts de base, nommer les concepts qui sont essentiels. Donc, si vous voulez parler de prévision, il y a des notions essentielles. On va parler cette semaine. Et ces notions-là, après le Power Hebdo, comme on fait à chaque semaine, vous pouvez aller sur le site power.zone. Vous allez voir qu'il y a une section blog où on documente les Power Hebdo qui ont eu lieu. Donc, on va le faire avec ce Power Hebdo-là. Vous aurez donc accès au contenu, les définitions dont on va parler aujourd'hui. Dans un horizon de quelques jours, là, ça devrait se faire. Donc, je vous invite à venir sur le site. On a aussi tous les Power Hebdo qu'on est en train de retravailler pour les mettre dans un format qui nous porte à les amener sur YouTube. Donc, venez nous voir sur YouTube aussi. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y en commentaire sur Facebook, ne vous gênez pas. Des fois, on ne peut pas répondre en direct parce qu'on est dans l'interaction immédiate, mais ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires. On va toujours vous répondre sur Facebook s'il y a des commentaires et des suggestions. Donc, merci d'être là. On y va, JF. On a Mathieu qui nous fait un petit signe like. On aime ça. Donc, dans le fond, si je commence un peu pour expliquer la terminologie, tout le monde comprend un peu le principe que on s'en va dans un magasin acheter un produit, mais ce produit-là, il a fait un chemin. Il est parti de quelque part, il est transporté. Puis c'est tout ça qu'on va démêler puis identifier pour qu'on puisse tous parler le même langage. Sur l'image qu'on voit là, on voit que le client final, donc souvent, si je m'imagine, m'en va à la pharmacie acheter un produit, je vais l'acheter, mais on va tout parler de tout ce qui s'est passé avant jusqu'à cette étape-là. Donc, exact. On va, la petite madame, elle a un nom, le magasin, le distributeur, donc je pense que c'est important de nommer ça parce que quand on parle de la chaîne d'approvisionnement puis des prévisions, on ne travaille pas en vase clos. C'est un paquet de trucs dans une chaîne, justement, d'approvisionnement. Fait que c'est important de nommer les bonnes choses pour être capable d'avoir des processus clairs puis de définir des objectifs clairs avec tout le monde. Donc, on y va. Exact. Donc, on commence en force avec le consommateur. Consommateur, yes. Ça, la chose, je pense, la plus simple à dire, c'est quelqu'un, c'est un humain qui va prendre une commande, soit à la caisse ou soit sur Internet. Il va être la personne qui va acheter le produit final. Exact. Puis c'est important de nommer cette personne-là, le consommateur, quand on a une conversation, parce que si on dit, par exemple, tu l'as fait tantôt, le client en parlant de la madame. La madame, c'était la cliente dans le magasin, effectivement, mais
dans toute la chaîne d'approvisionnement, si on nomme la personne qui va acheter le client, puis le détaillant, c'est le client du fournisseur, on vient tout mêler. Fait que le consommateur, c'est la personne qui passe à la caisse dans un magasin. Donc, c'est très simple, mais très important de le nommer comme ça. Fait que quand on va parler de données sur les consommateurs, ben, c'est des données sur les comportements du consommateur. Donc, c'est important de le comprendre et de le nommer comme ça. Exactement. Après ça, on a le client, dans le fond, là, qui est pas. Ce qui est ça, j'ai fait une erreur tantôt, effectivement. Mais c'est dans le fond. En fait, le client, JF, tu n'as pas fait une erreur, c'était juste pour noter le principe que, en fait, le client, c'est une relation. Ça dépend du point de vue de qui on parle. C'est ça. Nous, on est souvent dans la perspective d'aider des manufacturiers qui vendent ceux qui fabriquent, les fabricants qui vendent aux détaillants. Donc, pour eux, leur client, c'est le détaillant. Donc, qui vend la marchandise. Exact. C'est l'entité à laquelle l'on fournit de la marchandise. Donc, normalement, on parlait de client comme étant une entreprise, une organisation, pas une personne. Dans certains cas, on va nommer le client un consommateur, mais dans notre cas particulier, le client va être, si on se met dans la perspective du fournisseur, le client va être très souvent le détaillant. Exactement. Le détaillant, ça va être, par exemple, la pharmacie. Ça peut être la chaîne, comme ça peut être le magasin, dépendant des modèles d'affaires. Donc, c'est souvent le synonyme du client. C'est la même chose. Donc, exact. Donc, le détaillant, c'est vraiment, on parle de commerce de détail. Bien, le détaillant, c'est ça, comme tu le dis, ça pourrait être, disons, Canadian Tire, l'organisation complète. Pour un fournisseur, lui, il vend au détaillant Canadian Tire. Évidemment, le client de Canadian Tire distribue ses produits dans des points de vente. Oui. Les points de vente, c'est aussi des détaillants. Mais le détaillant, c'est celui qui vend au détail. Exact. Donc, le fournisseur, c'est la compagnie qui va produire, qui va fabriquer le produit ou l'importer et le distribuer. Donc, c'est lui qui va fournir aux clients, aux détaillants, la marchandise. Exact. C'est comme, évidemment, c'est relation client-fournisseur. C'est ça. Donc, le fournisseur, si on se met dans cette perspective-là, c'est celui qui pourrait être le manufacturier. Ça pourrait être un distributeur qui est un fournisseur. Ça pourrait être un courtier qui est un distributeur. Mais c'est vraiment celui qui apporte la marchandise chez le client ou qui lui vend. Donc, il lui vend donc, le client achète du fournisseur. Puis c'est important de définir ces termes-là parce que dans certains cas, on a des clients, des vidés, qui sont des agents en représentation, par exemple. Puis pour eux, leurs clients, c'est des fournisseurs. Fait que là, on peut se mêler dans tout ça. Là. Et quand on commence à travailler sur des dossiers comme ça, il faut toujours être très clair et dire, OK, c'est qui le fournisseur ici? C'est qui qu'on nomme le fournisseur, puis c'est qui qu'on nomme le client. Mais essentiellement, dans le monde du commerce de détail, le client, c'est souvent le détaillant. Ça pourrait être un site web aussi. Hein? Ça peut être Amazon, le client. Oui. Et le fournisseur, c'est l'autre point de vue. Exactement. Donc, après ça, le data, dans le fond, c'est les données. Donc, c'est tout ce qui peut... ça peut arriver de partout. Là. Il y a plein de sortes de data. Ça peut être à plusieurs niveaux. Puis, nous, dans le fond, c'est ça. Le data, il peut venir autant du client, du détaillant, du fournisseur, des caisses. Des fois, il y a même aussi des entreprises qui gèrent le data des caisses. Donc, des agrégateurs de données là, qui prennent les données de différents détaillants et qui les mettent ensemble. Mais c'est vrai, on va utiliser le data.
c'est de toutes sortes. Hein. Maintenant, il y a du data sur Internet, là, du big data, des transactions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Évidemment, dans les données, on retrouve toutes ces notions-là. Okay? Quand on regarde, par exemple, une transaction de vente, si moi je passe à une caisse aujourd'hui, je m'en vais chez Brunet, à Verchères, puis que j'achète un produit, mais dans la caisse enregistreuse, il y a une transaction qui a été faite. Ces données-là, cette donnée-là, tel produit a été vendu dans tel magasin à telle heure, telle quantité. Et si j'ai une carte de fidélité à telle personne, bien, cette information-là, c'est des données. Puis ces données-là, on peut les collecter, puis les utiliser, puis les concentrer. Donc, c'est notre matière première à nous là, pour être toujours au courant de ce qui se passe, puis pouvoir agir, puis prévoir, faire des prévisions. C'est grâce aux données. Exactement. C'est notre petite mine d'or, c'est ça qu'on aime exploiter là, dans notre power. Exact. Exact. Donc, ça va au point suivant, le sell-in. Ça, dans le fond, c'est toutes les ventes qui sont faites par le fournisseur qui vont aller dans le détaillant, dans la bannière. C'est ça qui est... Exact. Vers le détaillant. Donc, souvent, quand on parle aux clients, ben, on le voit, c'est vrai, sur le dessin, c'est clair. Les gens analysent souvent dans les compagnies. Si je suis un manufacturier, je sais combien de boîtes ou de caisses j'ai vendues, disons, à Loblaw. Donc, j'ai vendu 1000 caisses à Loblaw. Donc, lorsque je vends les caisses à Loblaw, donc, je facture des ventes à Loblaw puis je les expédie. Ça s'appelle du sell-in. Ça veut dire que j'ai vendu comme manufacturier au détaillant. J'ai fait un sell-in. Une fois que c'est fait, comme on voit dans l'image, les boîtes qui sont dans le camion, ils pourraient se retrouver dans un magasin ou dans un entrepôt. J'ai fait ma vente. Comme manufacturier, ma vente est faite. Exact. Mais il n'y a pas de consommateur qui a tiré sur mon produit. Encore. Le sell-in, c'est la transaction de vente expédiée vers le détaillant, ça pourrait être vers un distributeur aussi, qui fait des stocks. Puis, donc, ça, c'est le premier volet. Puis après ça, dans le fond, le sell-out, c'est le terme d'après. Dans le fond, c'est le consommateur qui va arriver et qui va dire, OK, moi, ce produit-là, je le prends, puis je paye et je sors du magasin avec ou je l'achète sur Internet, puis je me le fais livrer. Exact. C'est comme la dernière étape dans la chaîne d'approvisionnement, c'est le consommateur qui avait ça chez eux. Donc, sell-in, sell-out. On s'excuse, il y a plusieurs termes en anglais, hein, GF, mais il y a peu ou pas de traduction dans bien des cas pour ces termes-là. Les traductions sont inadéquates ou inexistantes. Puis, si on veut rester dans le vocabulaire que nos clients utilisent, ce serait peut-être intéressant d'essayer d'en franciser quelques-uns. Ce n'est pas notre combat aujourd'hui. On s'excuse, mais c'est ça. La réalité du vocabulaire, c'est ça qu'on voit partout où je travaille avec ce type d'informations-là. Mais c'est comme un peu, des fois, il y a certains termes là, que, comme tu dis, de rajouter une traduction par-dessus ça va mener à une autre couche de confusion. Une autre couche de confusion, effectivement. C'est ça. Fait que dans le fond, le terme prochain, là, c'est aussi en anglais, là, c'est le sell-through. Ben ça, dans le fond, c'est un moins l'autre. Un sur l'autre. Un sur l'autre, excuse-moi. Un sur l'autre ou un moins l'autre, là, mais en fait, il y a plusieurs formules pour le sell-through. C'est sur une période de temps, si j'ai vendu 1000 caisses à Walmart de 4 balais, disons, exemple. J'ai vendu 4000 balais. Maintenant, il y a, disons, donc j'ai fait 4000 de sell-in ou 1000 caisses de sell-in ou 4000 unités de sell-in. Du coup, même les Français utilisent les termes anglais que nous dit notre auditeur. Effectivement. Donc, si j'ai fait 1000 caisses de sell-in et que donc j'ai 4000 unités qui sont rendues dans l'entrepôt et que j'ai fait, disons, 4000 unités, puis j'ai vendu 2000 unités en sell-out aux consommateurs, j'ai 50 de sell-through. Donc, et ça, c'est super important quand on se met dans la perspective du manufacturier ou du fournisseur.
lui, il a vendu, il se pète les bretelles, mais Oui. si ça ne sert pas aux caisses, si ça ne sort pas aux caisses, il ne fera pas d'autres ventes. Fait que dans le processus de prévision, c'est excessivement important de mettre ensemble ces deux notions-là. Oui, parce que c'est ça, tu sais, on peut penser que le représentant, par exemple, qui a mis sur les tablettes plein de caisses de produits, lui, il peut penser que sa job est faite, mais ultimement, qu'est-ce qu'on recherche, c'est que les tablettes soient vidées. Donc, le push qu'on voit là, c'est le fait Ouais, qu'on va remplir les tablettes, puis le exact. pull, c'est que le consommateur va prendre le produit de la tablette, puis il va l'amener chez eux, puis conclure la vente finale. Exact. C'est super important de prendre ces deux perspectives-là, JF, parce que pour faire un push, il y a certaines stratégies de marketing ou promotionnelles, tu sais, que le manufacturier ou le fournisseur peut utiliser pour vendre son stock aux détaillants. Pour faire du pull, faire en sorte que les consommateurs vident les tablettes, là, la responsabilité devient un peu euh, distribuée entre le détaillant et le consommateur. Tu sais, on se dit, si on fait des promotions avec le détaillant, ça va faire en sorte que les gens vont acheter mon produit plutôt qu'un autre. Si je fais une promotion télé, bien, ça va faire en sorte que les gens vont acheter mon produit un peu partout. Donc, c'est important pour une compagnie qui a une marque et qui est responsable de s'occuper des deux volets. Parce que Oui, sinon, le stock va rester sur les tablettes. Ça fait juste coûter de l'argent en bout de ligne. excellent. Donc, le prochain point, le burn rate, ça, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle l'inventaire en main du détaillant fond. Donc, ça, c'est combien de temps que l'inventaire va rester sur les tablettes, puis en combien de temps on va être capable de dire que qu'est-ce qui est rentré, c'est sorti. Donc, ça, c'est un ratio. Puis, Exact. plus qui est élevé, bien, plus qui est intéressant, parce qu'on s'entend que une rotation, on cherche toujours à améliorer les rotations des stocks. Ça, le burn rate, bien, ça, c'est vraiment une équation qui va pouvoir nous dire. Exactement. Exactement. Donc, puis là, à travers ça, ben, il y a des termes qui viennent un peu se rechercher, comme le POS. Donc, dans le fond, c'est le Point of New Excel. Puis ça, dans le fond, c'est qu'est-ce qui va sonner à la caisse. Là, je pense que tout le monde est habitué à ça, là, un SKU, là, on entend le pip. C'est ça, exact. Fait que ça, c'est du POS. Donc, toutes ces transactions-là qui passent à la caisse, ça, moi, je vous dirais, là, c'est le data qui parle le plus parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce qu'il n'a pas été volé, il n'a pas été perdu, il n'a pas été périmé, il est sorti de la caisse, un consommateur l'a acheté. Ça a une très grande valeur aussi quand on fait une analyse, plus grande à mes yeux que qu'est-ce qu'on a vendu aux consommateurs, aux fournisseurs. Au client, tu veux dire? Client, excuse-moi. Parce que le consommateur final, il ne l'a pas nécessairement acheté. Donc, le POS, c'est vraiment qu'est-ce que le consommateur achète. Exact. Et on a le week on end qui est un autre ratio. Donc, on peut utiliser plusieurs ratios. Le week on end, ça nous donne le nombre de semaines d'inventaire d'un produit. Fait que on peut le calculer chez le détaillant. On peut le calculer de façon globale pour le détaillant. On peut le calculer dans chacun des magasins, dépendamment de la nature des données auxquelles on a accès. Mais ça veut dire que ça nous permet de savoir combien de temps le produit reste sur les tablettes. Donc, il y a plusieurs ratios. Il y a des données et des ratios dans ce qu'on vous a présenté. Mais ces ratios-là sont vraiment importants pour établir une bonne capacité d'analyse puis faire des prévisions qui sont adéquates. Donc là, il nous reste 2 petites minutes. Donc, il nous reste le baseline et les ventes incrémentales qui va être, dans le fond, le résultat de plusieurs facteurs. Je ne sais pas, Dominique, si tu veux t'aventurer. Exact. En fait le baseline et les ventes incrémentales, c'est deux concepts, si on les explique, qui sont clairs. Baseline, c'est les ventes prévues, les ventes en magasin que j'aurais fait s'il n'y avait pas de promotion. Donc, c'est quoi mes ventes normales? Pas d'événement exceptionnel. Pas d'événement exceptionnel. Et les ventes incrémentales, c'est les ventes qui sont générées par des événements exceptionnels. Donc, disons que je vends
1000 bâtons de hockey à chaque semaine chez Walmart, chez Canadian Tire, ben Walmart vend-tu des bâtons de hockey? Sûrement. Disons que j'en vends chaque semaine. Ça nous prendra un client qui vend des bâtons de hockey. Donc, chaque semaine, disons que je vends 1000 bâtons de hockey chez Canadian Tire. Je fais une promotion en septembre, puis tout à coup, je me mets à vendre 4000 bâtons de hockey par semaine. Donc, de façon très simple, là, on va dire qu'on est passé de 1000 à 4000. Nos ventes incrémentales sont de 3000. Il y a des formules, il y a des mathématiques qu'on peut appliquer pour déduire quelles étaient les ventes incrémentales, mais c'est super important de séparer ces concepts-là pour savoir qu'est-ce qui fait bouger la demande. Donc, très important à tenir compte de ça pour gérer les prévisions. On espère que ça vous a éclairé. Ce vocabulaire-là se retrouve dans les outils Power. C'est le lexique avec lequel on travaille à tous les jours. Si vous comprenez bien les concepts de base, vous êtes capable de vous appliquer à les mesurer dans le cas des indicateurs, puis à les comprendre dans le cas des autres termes, bien, ça va vous permettre d'être plus efficace dans l'établissement de vos processus, dans vos conversations avec les gens à l'interne dans vos entreprises. Puis ça va faire en sorte que vous allez prévoir et planifier mieux, donc faire plus de profit et gagner la guerre des points de vente. C'est une guerre en constante évolution et qui change tout le temps, constamment, mais on carbure à ça. Puis on espère que vous avez aimé notre Power Hebdo. Merci de la suggestion. Si vous en avez d'autres, envoyez-nous-en. Ah, on a un petit commentaire avec un autre sujet. Merci, bravo. Ouais, merci. Doug Brown. On va l'appeler Doug Brown. Il s'appelle Doug Brown. Donc, si vous avez aimé, faites-le savoir sur Facebook avec un petit pouce en haut, puis partagez. Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. OK. Salut, Jeff. Bye. À bientôt. Bye. Bye. Bonne semaine.